bien que depuis 2020, les choses bougent. On est rentré dans l'ère du Verseau. On est sorti complètement de cette ère plutôt matérielle pour arriver dans cette ère spirituelle. On nous a foncé dedans à 110 km/h et je n'ai absolument rien eu. On fait la séance finalement à trois. La personne qui est en face de moi et puis la personne qui veut bien, qui peut ou pas se déplacer là-haut. Est-ce que tu as déjà reçu des informations que tu hésitais à transmettre? J'ai toujours dit là-haut, je veux pas voir. Donc je ne veux pas voir, voilà, je ne veux absolument pas voir et je pense que c'est resté comme ça. J'avais trop peur de voir quelque chose. Je suis en remise en question perpétuelle. Quand on est médium, il faut accepter de se remettre en question tous les jours. Finalité, et si c'est un message d'amour qui nous tire vers le haut, si c'est des démons, ils font du très mauvais boulot. Je sais que c'est pénible quand les créateurs demandent de s'abonner, mais depuis que j'ai commencé à le faire, la chaîne a commencé à grandir 10 fois plus vite. Si tu ne t'abonnes pas, YouTube ne te montrera probablement pas le prochain épisode. C'est gratuit, ça prend 2 secondes, donc abonne-toi. Et je suis ravi d'accueillir dans l'émission aujourd'hui Erika Pazienza. Erika, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Merci à toi Rémi, je suis ravie également. Merci. Alors, j'espère que j'ai pas complètement massacré ton nom de famille. Non, ça va. Ok, super. Alors, si ça te va, j'aimerais bien commencer simplement et te demander à quoi ressemblait ta vie avant ton ouverture à tes facultés extrasensorielles. Alors je pense que j'ai toujours été médium depuis, toute petite, mais cette capacité, a évolué, je dirais après 24 ans. Voilà, donc jusqu'à 24 ans, j'ai eu, un parcours plutôt classique. D'ailleurs, j'ai fait des études, hein, j'ai un bac +4, donc j'ai fait des études, j'ai travaillé un petit peu à l'étranger aussi et puis, pour te la faire très courte, j'avais toujours ces capacités en veille et j'avais surtout très, très peur de m'en servir et à l'âge de 24 ans, il y a eu un événement un peu particulier, qui m'a permis peut-être de me recentrer. C'est-à-dire j'ai fait un énorme accident de voiture et qui aurait pu me coûter, la vie, hein et on nous a, foncé dedans, à 110 km/h et je n'ai absolument, rien eu. Donc on a titré le lendemain dans le journal, «Les miraculés, de la vie en question» et pour le coup, ça m'a un peu, réveillée ou éveillée, je ne sais pas, mais j'ai eu cette prise de conscience, surtout du fait que la vie ne tenait qu'à un fil. Et je me suis dit, «Est-ce que je me reconnecterai pas à tout ça, complètement?» Sauf que j'étais, en plein dans mon master et j'étais déjà rentrée dans la vie active. Donc voilà, c'est des facultés que j'ai toujours eues, mais j'ai eu très, très peur de les développer, puisque, j'ai fait aussi, plusieurs, paralysies du sommeil, en étant très, très jeune. Donc ce sont des choses qui marquent quand même bien, quand on a, 7-8 ans. C'est pas l'orientation qui m'était, prédestinée de base, voilà, en Hmm. gros. Super, écoute, c'est une belle introduction. On va creuser dans ce point de bascule juste après. Mais avant qu'on arrive à qu'est-ce qui a déclenché et comment ça s'est passé pour toi, enfin accéléré on va dire, et comment ça s'est passé pour toi, j'aimerais bien revenir un peu en arrière et que tu nous parles peut-être de quelques épisodes un peu phares qui se sont passés dans ta jeunesse où justement tu t'es dit, ah ouais, effectivement, je capte des choses que peut-être d'autres personnes ne captent pas. En fait, je pense que j'ai toujours eu une forte sensibilité à ce qui se passait, ailleurs puisque, j'ai bon alors moi je suis fille unique en plus donc j'avais déjà un monde intérieur très dense, très intense et j'ai toujours eu, l'intime conviction qu'il existait quelque chose, ailleurs et moi, les premières perceptions, je les ai eues dans les rêves. C'est-à-dire que j'ai rêvé, à plusieurs reprises de ma grand-mère maternelle que j'ai absolument pas, enfin, j'ai pas de souvenir d'elle puisqu'elle est décédée lorsque j'avais 2 ans et demi et on avait des discussions. C'est-à-dire que je faisais ce qu'on appelle des songes, donc j'avais vraiment la sensation très étrange que je la voyais, vraiment ouais, voilà. Donc ça a commencé un peu comme ça et puis, des perceptions, de voix, mais vraiment, des choses, aujourd'hui on aurait, qualifié ça de phénomène, paranormal. Dans la maison dans laquelle je vivais avec mes parents, on avait quelques phénomènes comme ceci donc
dans une famille où, on faisait aussi, du spiritisme, hein, faut le dire aussi. Donc moi, j'ai quand même baigné là-dedans. J'ai une cousine qui faisait déjà les cartes, donc c'était pas quelque chose de d'interdit. Alors, je n'ai pas été au catéchisme, j'étais la seule de la famille dans une famille, catho-italienne, c'était un peu, bizarre, mais voilà, j'ai eu, les premières perceptions, je dirais, beaucoup plus tard, à l'âge de 13-14 ans. On me donnait des petites photos d'identité, j'étais au collège et je transmettais comme ça déjà des choses. Voilà et pour moi, c'était normal. Bon, un peu moins pour les autres, mais je le Et faisais est-ce que vraiment, est-ce que t'en parlais? Est-ce que c'est quelque chose que tu assumais, pleinement ou pas? pas du tout. Pour moi, c'était un jeu. C'est vrai que les copines me posaient beaucoup de questions, mais moi, pour moi, c'était un jeu. C'était plus un jeu, que qu'autre chose. Il y a eu des petites anecdotes, où à l'âge de 7-8 ans, on m'invite, dans un anniversaire et je décide de faire une séance de spiritisme, tu vois? Donc voilà, il y a eu des petites choses comme ça qui étaient, où je me considérais un peu à part, mais en même temps, je voulais vraiment m'intégrer dans la société. Donc, pour moi, c'était pas quelque chose de dérangeant. Je prenais plutôt ça à la rigolade. C'est un petit peu, par la suite que les choses se sont un peu compliquées puisque, j'ai eu ces phénomènes, un petit peu, de paralysie du sommeil et là, par contre, j'ai eu très, très, très peur. Très peur et Beh, j'ai je veux bien que tu nous en parles un peu flippé. plus, ce Ouais. que c'est et quelle est ta quelle était ta compréhension et comment est-ce que tu l'as vécu à l'époque? Et puis après, je suis curieux d'avoir ta compréhension de ce qui s'est passé aujourd'hui. Alors, Mais avant ça, comment est-ce que toi tu l'as vécu à l'époque? Alors moi, je l'ai très, très mal vécu. Alors attention, c'est pas je fais pas mon cas une généralité, mais en tout cas, moi, je l'ai très, très mal vécu. J'ai eu très, très peur, c'est-à-dire que je me sentais complètement aspirée, dans le matelas, heu, dans des phases de sommeil, juste avant la phase de réveil. Donc cette sensation très étrange qu'on est absolument conscient de ce qui se passe, mais que aucun son ne peut sortir, ni même, je pouvais pas bouger de mon lit et ça, c'était horrible puisque j'avais cette sensation de me faire, on va dire attaquer par une force, quelque chose d'obscur et aucun mouvement, aucun son ne pouvait sortir, de mon corps et ça m'est arrivé à plusieurs reprises. J'ai compris beaucoup plus tard, puisque je pense que j'ai dû travailler 10 ou 15 ans sur la peur. J'ai compris beaucoup plus tard que j'avais un niveau de fréquence peut-être qui était un peu bas, et que je captais plutôt des choses qui étaient, on va dire des énergies de premier plan, des choses comme ça, voilà. Mais c'est très, très, Mmh. très compliqué et absolument pas, c'était absolument pas un sujet d'en faire un métier ou alors pas du tout, hein, à l'époque, pas du tout. Il y a beaucoup de gens qui ont ces expériences et typiquement ma sœur a déjà eu des paralysies du sommeil et ça rejoint un peu tout le paquet et c'est assez curieux depuis que j'ai lancé le podcast, j'en parle un peu Ah autour de ouais, moi. Enfin, j'étais mmh, un peu timide, mais je commence à en parler et ce qui est curieux, c'est qu'à moi, il n'est absolument rien arrivé de pas normal. ouais, Et pourtant, j'ai cette ouverture, mais autant j'en parle autour de moi, ben en fait, tout le monde a quelque chose qui lui est arrivé. Si c'est pas une paralysie du sommeil, c'est, le sentiment qu'il y avait quelqu'un assis à côté du lit. Enfin, il y a eu plein de phénomènes comme ça et pourtant il y a pas cette ouverture. Mais du ouais. coup, en discutant, je me rends compte que ma sœur a déjà eu des paralysies. Est-ce que toi, ta compréhension est que toutes les paralysies sont liées à des phénomènes, qui sont de nature peut-être de l'invisible ou est-ce qu'il y a les 2? Alors, je suis pas experte en paralysie du sommeil, mais je pense que c'est relié à un niveau vibratoire. C'est-à-dire que, il est fort probable, alors à voir, il est fort probable que, il y a des moments où on soit un peu plus fatigué, un peu plus énervé, un peu plus peut-être dans des sentiments négatifs et moi je parle énormément de la fréquence, de ce qu'on émet et ce qu'on peut recevoir et en fait, je pense qu'on a des moments où on est plutôt en fréquence basse. Et dans ma vérité à moi, dans ma compréhension des choses, je pense qu'on peut tout à fait, vibrer une fréquence basse et attirer quelque chose qui pourrait être dans cette fréquence-là et qui pourrait tout à fait être intéressé par, la partie énergétique de ce qu'on peut dégager. Voilà. Mmh. Écoute, je serais très curieux de creuser cet aspect-là, du danger un peu plus tard, parce que je crois qu'il y a pas mal de choses à dire. Je crois que un des risques, c'est qu'on peut vite s'ancrer dans le négatif et que du coup, il y a un peu cette boucle, heu, ce cercle un peu vicieux. Mais du coup, avant qu'on explore ces sujets-là, je serais curieux de mieux comprendre ce qui s'est passé justement à ce point de bascule au début de ta vingtaine d'années quand tu as eu cet accident.
Comment est-ce que toi tu l'as vécu et à partir de quel moment tu t'es dit: «OK, il faut effectivement que j'explore ces aspects-là»? À quel point c'était une décision volontaire ou c'est un peu quelque chose qui t'est tombé dessus? Alors ça m'est pas tombé dessus véritablement puisque j'avais toujours ces capacités en veille, on va dire. Mais à plusieurs reprises, il m'est arrivé des petites expériences, où je pense que ma médiumnité n'était pas du tout structurée. Je m'explique, je pouvais tout à fait, me sentir très, 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 très mal. Je sentais qu'il allait se passer quelque chose et finalement, je me prenais une murette, en conduisant. Bon voilà. Mais en fait, j'avais une médiumnité qui était absolument déstructurée, avec énormément de peur et au fur et à mesure du temps, cette médiumnité s'est affinée, mais j'avais toujours ces peurs qui m'handicapaient et quand j'ai eu cet accident de la route, j'ai vraiment pris conscience que, OK, j'étais en études, d'accord. Est-ce que ça me faisait vibrer? Plus ou moins, j'étais quand même quelqu'un, de carriériste. Je voulais absolument faire carrière dans le marketing et en fait, je me suis dit: «Bon, il y a peut-être plus important» et en fait, j'ai réouvert une forme de porte, je ne sais pas. Il y a quelque chose qui s'est réouvert et là, il y a d'autres choses qui sont venues, notamment la clairaudience. Moi, je suis très Mmh. clairaudiente. Je suis plus clairaudiente que clairvoyante. C'est-à-dire que j'ai commencé à travailler sur la peur, mais c'est un long travail et à travailler sur moi tout court en développement, personnel, pour aller voir un petit peu, guérir des traumas, guérir des blessures, accepter complètement qui j'étais et j'ai fait un très long travail, sur, qui j'étais, mais en tant qu'âme et là, j'ai ouvert, beaucoup, beaucoup de portes et bon, par la suite, il y a beaucoup de choses qui sont venues, bien entendu parce que, finalement, je l'ai accepté Mmh. et j'en avais plus peur donc voilà. Et en quoi pour toi ce travail sur soi est aussi important pour, a améliorer tes compétences de médium? Est-ce que Bon, c'est plus une question d'éthique ou il y a une question vraiment de tes compétences sont directement liées à la peur? Comment je est-ce que toi pense tu le que comprends? pour ma part, il est essentiel de travailler sur soi, en tant que médium ou même en tant que thérapeute. Il est essentiel de travailler sur ses blessures et je dirais qu'il est essentiel de comprendre qui l'on est, mais dans l'âme. Et pour moi, qui suis aussi très, je me considère aussi comme une chercheuse dans le sens où j'ai un côté très pragmatique. D'ailleurs, c'est pour ça que je suis aussi, numérologue. J'ai voulu vraiment, me connaître dans toute, mon entièreté et ça m'a permis d'accepter, d'être dans mon alignement à moi, qui était plutôt celle de la moi j'aime bien dire messagère et pas médium, mais c'est la même chose et je pense que c'est essentiel de comprendre sa part d'ombre aussi et d'aller, prendre ses responsabilités pour, travailler sur ses blessures, sur ses peurs et c'est ce qui m'a permis aujourd'hui d'accepter pleinement et d'en faire, bah, mon métier. Mmh. Est-ce que tu penses qu'une partie de l'importance est due au fait que, en tant que médium, tu es un peu canal, c'est l'information passe au travers de toi et que si tu fais pas ce travail de d'épuration, en fait, il y a l'ego, l'identité et toutes ces blessures qui peut peut-être teinter le message qui passe et que ça soit pas aussi Complètement. net que ce qui pourrait être? Complètement, en fait, on a des filtres, hein, en tant que médium. Nous ne sommes que des êtres humains, donc on a nos filtres à nous et il est important d'être au clair avec, notre parcours d'âme et notre parcours sur cette incarnation. Donc, moi, j'ai voulu, mettre de côté, pas mal de blessures de l'âme que j'avais, notamment celle de l'abandon et puis à un moment donné, j'ai travaillé là-dessus longtemps. J'ai cru que c'était terminé, puis en fait non, puisque, il y a des schémas répétitifs qui se sont, installés dans ma vie. Donc j'ai fait vraiment un travail, je pense, de 10-15 ans. Je vais avoir 40 ans, 10-15 ans, de travail personnel et c'est ce qui me permet aujourd'hui aussi de comprendre, les gens que j'accompagne puisque, ben, quand on est médium, on accompagne des gens qui sont dans le deuil. Bon, je fais de la guidance aussi donc le fait d'être responsable et de prendre ces blessures, de les transmuter, c'est essentiel. Et c'est aussi ce qui m'a permis, dans mon chemin qui a pas été forcément facile, j'ai eu une enfance un petit peu, compliquée, de vivre dans la chair. Mes blessures m'ont permis de revivre dans la chair certaines choses pour que je puisse développer, je pense, la compassion et l'empathie que j'ai aujourd'hui. Mais il Mmh. fallait que j'aille les prendre et les transmuter pour, en faire quelque chose d'équilibré. C'était essentiel pour moi.
Quelle est ta compréhension aujourd'hui de la mission de vie et à quel point ta lecture aujourd'hui de ce qui t'est arrivé était un peu faisait partie de ce plan que tu t'étais dessiné peut-être avant d'arriver? Est-ce que c'est quelque chose auquel tu as déjà réfléchi ou pas forcément? Alors, j'en parle tous les jours puisque dans les guidances, je fais beaucoup de numérologie et on parle de la mission d'âme, de l'objectif de l'âme. Alors, c'est pas forcément, de marcher à côté de Dieu, hein. On a des missions de vie qui parfois, sont beaucoup plus, posées et terre à terre. Hem, J'en ai oublié ta question, excuse-moi. Est-ce que pour toi tes expériences passées, tu parlais de difficultés, faisaient partie intégrante de cette mission de vie? Oui. Parce que justement, c'est ça qui t'a permis d'en être où tu en es aujourd'hui et d'accompagner les gens de la manière dont tu les accompagnes? Complètement, complètement et beaucoup de médiums et encore une fois, je fais pas une généralité, beaucoup de mes collègues, on a un parcours un petit peu mouvementé, surtout dans l'enfance. Mmh. Effectivement, on avait à revivre dans la chair certaines blessures et puis c'est aussi, ça a été mon cas, j'ai eu une enfance un peu compliquée, j'ai vécu plusieurs blessures de l'âme et quand j'ai découvert le petit livre de Lise Bourbeau, je ne sais plus le titre, mais ça parle des blessures de l'âme, ça m'a complètement transformée puisque je comprenais tout le sens de ce que j'avais vécu dans cette première période qu'on appelle formative en numérologie, qui m'a en fait façonnée pour la suite. Donc Mmh. pour moi, c'était, la mission d'âme, c'est pendant la première partie, formative de 0 à 33 ans qu'on a nos premières blessures en général, hein, qui vont nous façonner pour la suite. Donc c'est essentiel de bien comprendre cela et en numérologie, on le voit très bien. On arrive à voir, Heu, on arrive à voir ce qu'on est venu faire, quels sont nos atouts et qu'est-ce qui est mis en lumière et on arrive à voir aussi nos difficultés à transmuter. Mmh. J'aimerais bien creuser avec toi l'aspect, médiumnité et guidance. Enfin, Mmh. c'est ce que j'ai cru comprendre au travers des différentes interviews que j'ai eues, c'est que c'est différents aspects d'un seul et même phénomène qui est, notre rapport au monde invisible, et que chacun a un peu ses spécialités. Je serais curieux de soulever le capot et de mieux comprendre un petit peu comment est-ce que ça se passe? Quelle est toi ta compréhension de, comment la réalité fonctionne? Qu'est-ce que la conscience qui fait que tu arrives en fait à te connecter à ces entités, ou ces êtres, qui sont passés de l'autre côté? Alors moi je suis, quelqu'un, de spiritualiste, c'est-à-dire que je crois, je suis convaincue aujourd'hui, c'est même plus une croyance que l'âme survit après la mort du corps physique. Donc moi je dissocie complètement, la conscience et le corps physique et dans ce sens, je pense qu'il y a une espèce de continuité de l'âme, donc je crois en la réincarnation énormément. Je suis aussi, très pythagoricienne, donc c'est aussi le concept, de Pythagore, et je pense qu'on revient pour expérimenter dans la matière, une sorte de palette émotionnelle, qu'elle soit positive ou négative, mais finalement on revient pour faire évoluer l'âme. Voilà, ça c'est ma croyance à moi et je n'ai pas les réponses à toutes les questions, mais je sais pertinemment que là-haut, ils peuvent aussi, nous guider dans notre vie terrestre. On peut aussi, passer des pactes ou des contrats avec eux, pour qu'on puisse être téléguidés et je pense que c'est le cas de tout le monde. Je considère qu'on a tous des guides et moi, je pense que j'en avais conscience, très jeune, voilà, mais je savais pas comment ça fonctionnait, j'avais pas les informations nécessaires à ce moment-là. Donc voilà, je sais pas si ça répondra à la question. Ça répond en partie à la question, donc on est une âme qui décide de s'incarner, si je comprends bien, et du coup, toi, quand tu fais de la médiumnité, c'est tu te reconnectes à l'âme de la Oui. personne qui est partie? Alors je dirais plus que c'est une question de fréquence. Je me connecte à la fréquence de la conscience, de la personne qui est partie. Voilà. Donc Mmh. c'est comme si le médium montait en fréquence et que la conscience de la personne descendait en fréquence, puisqu'il descend dans la matière et qu'on se retrouve dans cette forme de bande passante et on a accès aux informations qu'ils voudront bien nous donner ou qui auront ou pas la capacité de nous donner en fonction de leur énergie de l'autre côté et bien sûr de la nôtre. Voilà.
Et quand tu parles de bande passante, bande fréquentielle, est-ce que pour toi, c'est tu te connectes à l'individu qui est de l'autre côté? Typiquement, je sais pas, tante Josette qui est passée de l'autre côté, est-ce que c'est tante Josette qui attend dans une salle d'attente, qu'on lui pose une question et qui répond? Ou en fait, ça marche un petit peu différemment et que cette compréhension personnifiée de la chose est peut-être un peu naïve ou Non, ou je alors limitée, on le dit vulgairement comme ça, mais c'est un peu ça. C'est-à-dire que pendant un court espace-temps, moi je peux pas faire de contact en médiumnité, d'1 heure par exemple. Je vais les avoir, peut-être, des fois c'est de 30 secondes à 5, 10 minutes, 30 minutes, ça dépend, mais moi je peux pas les avoir 1 heure parce que je sais qu'ils ont un temps imparti et que quand ils descendent, ils sont vraiment dans la matière et ça leur coûte finalement de l'énergie. Donc quand nous on fait l'effort en tant que médium de se il y en a qui appellent ça se dédoubler, mais c'est en fait, c'est monter en fréquence. Je pense qu'on a accès vraiment à leur personnalité. Moi, j'ai l'habitude dans les consultations d'amener d'abord, ce que j'appelle des preuves de survivance. Voilà, ils vont m'expliquer, comment ils sont partis. Alors ça peut être tout à fait, dans mon corps physique, ils vont utiliser mon corps physique pour mettre une pression à un endroit, ou alors je vais entendre un son, ou alors je vais me retrouver en clairvoyance avec un espèce de microfilm, de ce qu'ils auront fait dans leur vie. Donc on sait bien que c'est eux, c'est leur conscience, ils ont leur personnalité. Donc c'est mmh, pas on se connecte pas à quelque chose, je dis bande passante, mais pour moi je me connecte à un individu qui est passé de l'autre côté du voile. mmh. Voilà. On a parlé tout à l'heure de basse fréquence, de bas astral et cetera. C'est un des premiers trucs que je retrouve dans mes commentaires en général, parce que je crois assez particulier dans le monde francophone, parce qu'il y a un petit peu moins cette peur dans le monde anglo-saxon, duquel je viens à la Oui. base. Mais voilà, la question revient souvent, donc mon rôle est de poser les questions que les gens se posent, donc je vais la poser aussi. Quand tu te connectes comme ça, comment est-ce que tu es sûr que tu te connectes effectivement à, la personne et que cette entité ou cette chose est effectivement ce qu'elle dit qu'elle est? Si c'est, Alors une bonne question française. oui, j'ai compris. En fait, je reviens à la question de la fréquence. J'ai une hygiène, de vie, qui fait que, je m'efforce de toujours monter en fréquence, puisque on sait très bien qu'il y a alors on parle de base astrale, moi je dirais qu'il y a des premiers plans. On a vraiment une consonance de quelque chose de négatif. Je pense qu'il y a des premiers plans effectivement, avec peut-être des êtres qui sont de l'autre côté, qui ont pas forcément un niveau de conscience très élevé, qui sont peut-être partis avec un niveau de conscience qui était plutôt fermé. Donc je pense qu'il y a des il y a un plan pardon, assez bas et puis comme ça, il y a peut-être des paliers. Alors je ne sais pas combien il y a de paliers, ça j'ai aucune, certitude là-dessus, mais je pense qu'on peut graviter comme ça, les marches. Donc quand je fais mes consultations, tu vois, je m'efforce de monter ma fréquence. Donc je pense qu'il y a une histoire de c'est pas que je n'ai pas accès à ça, mais j'ai une fréquence qui est plutôt élevée, qui est plutôt dans la lumière ou quelque chose de plus lumineux. Donc on va Mmh. forcément monter en fréquence, on va éviter, de connecter avec ces genres de plans, puisque je me sentirais déjà pas bien, on le sent tout de suite, hein, de toute façon, hein. Moi, je le sens tout de suite. Alors ça m'arrive, plus trop. C'était, un petit peu mon cas quand j'étais, dans les tout débuts de ma médiumnité, quand c'était pas du tout structuré, j'avais pas forcément les codes. Mais là, aujourd'hui, je sais comment monter en fréquence et puis, c'est comme si, c'est un peu comme la radio, on capte un truc et on lâche pas. Pour ma part, je vais aller capter les premières informations et je vais essayer de comprendre si je suis bien avec la bonne personne. Il m'arrive parfois d'avoir, des prénoms, alors, prénom, c'est un graal là-haut, mais, il m'arrive parfois, d'avoir des petites scénettes, que seule la personne qui est en face de moi va pouvoir, comprendre et valider. Donc, pour ma part, je ne pense pas que je connecte avec, des basses vibrations. Il y aurait aucun sens puisque notre but c'est de faire du bien aux gens aussi puisque nous on est dans le deuil toute la journée donc, on essaye d'apporter un maximum d'informations et de preuves de survivance et puis les messages ils sont beaux, Mmh. rarement, négatifs. Voilà, même si de l'autre côté, ils gardent le même, parfois le même sens de l'humour ou le même tempérament et les mêmes énergies, en fait. Voilà. Et c'est vrai que c'est un peu ce qui ressort aussi du monde anglo-saxon et qui, moi, me parle pas mal, c'est au final, peu importe la source,
ce qui compte, c'est la finalité et si c'est un Je message suis d'accord. d'amour qui nous tire vers le haut, bah, OK, bah, si c'est des démons, ils font du Ben, très mauvais boulot. voilà, en fait, il faut être, un petit peu, enfin, c'est bizarre de penser que ça peut être des démons du coup, parce que si on a cette réflexion-là, même dans les conférences publiques, il se passe des choses incroyables en fait. C'est des quand on nous connecte avec la bonne personne, on le sait, ça vibre. C'est une expérience qu'on vit en médiumnité. Mmh. Donc en tout cas, si c'est le cas, c'est dommage quoi, parce qu'en fait, ils feraient pas le bon job quoi. Heu, ce que tu as mentionné qui parle pas mal, qui résonne pas mal avec moi, c'est justement cette idée de résonance où en fait Oui, c'est, tu as toi ton niveau fréquentiel, tu as leur niveau fréquentiel et que tu as les 2 qui vont matcher et qui fait que en fait ça peut ça ne s'annule pas en fait. Que quand tu as oui, 2 niveaux qui fonctionnent pas, beh, ça s'annule donc il y a, oui, c'est ça me parle pas mal et ça met le doigt justement sur pourquoi à mon avis c'est aussi important de soi-même vibrer de manière élevée et je crois que là, c'est exactement. peut-être un peu abstrait et je veux bien qu'on clarifie, pour les gens qui se disent: «Mais c'est quoi ce qu'est-ce que ça veut dire Mais concrètement?» qu'est-ce qu'elle fait? mais c'est un peu ça rejoint cette notion assez importante de on attire ce qu'on est, Oui, et ça met un peu le doigt là-dessus. oui, Donc peut-être parenthèse, je crois que ça pourrait être intéressant. Comment est-ce qu'on pourrait rendre ça plus concret pour les gens qui se disent: «Non mais qu'est-ce que ça veut dire, vibrer de manière élevée?» oui. Concrètement, ce que ça veut dire et comment est-ce Hem, qu'on peut y arriver au OK. quotidien? Alors, pour ma part, je sais que tout ce qu'on va émettre va, forcément être, intégré dans l'espace-temps et toutes nos pensées, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, vont avoir un impact, énergétique, dans ce grand cloud. Donc pour moi, je m'efforce, hein, parce que c'est pas facile tous les jours, on est que des êtres humains encore une fois. Je m'efforce à ne pas ressentir, déjà, de la haine, tu vois? Rien que ça, c'est déjà, quelque chose de compliqué parfois parce qu'en tant qu'être humain, on aura toujours, on sera toujours confronté à des éléments négatifs. Donc hem, je m'efforce d'être dans des belles pensées, même si c'est pas facile et par rapport à mon taux vibratoire, je travaille énormément avec la musique. C'est-à-dire que je vais travailler avec un fond de musique en 432 hertz ou en 528 hertz et qui me permet de tout de suite, m'élever en fréquence. Là, je te parle de vraiment de mes consultations, tu vois? Je le fais même pas quand je fais des conférences publiques. Mais ça, c'est mon petit truc à moi. Ensuite, nous ne sommes formés que d'ions et de cations finalement, donc il y a une espèce de d'hygiène énergétique à avoir, donc je fais très souvent pour ma part, des nettoyages énergétiques, voilà. Mmh. Comme je vois aussi, beaucoup de monde en consultation, ben, j'ai cette hygiène-là, à avoir sur moi. C'est une responsabilité que je prends puisque, hem, bah, tous les jours, je vais faire des nettoyages énergétiques, voilà. Donc c'est quoi? C'est, Mais le corps agit comme une espèce de batterie, sur pattes et qu'au fur et à exactement. mesure de la journée, on capte un peu tout ce qui nous entoure En et fait, que si on n'a pas un petit rituel qui permet de et vraiment au sens physique, décharger l'énergie qui a été accumulée, bah, ça peut rester, c'est ça? c'est ça, puisque nous allons véhiculer les énergies des autres aussi. Donc, si on se charge aussi en négatif, on peut tout à fait le véhiculer. Et comme on sait qu'autour de nous, il y a ce qu'on appelle l'aura, qui charge aussi et qui se charge de beaucoup de choses, hein. Ben, on prend soin de son aura, c'est bien, tu vois? Déjà, c'est un premier élément qui est important. Même si c'est invisible à l'œil nu, on peut tout à fait, alors il y a quelque chose de très simple, hein, vous prenez, un bain avec du gros sel, ça va déjà vous décharger les charges négatives, hein. C'est le sel, il va se charger de négatif, vous tirez, hop, ça part dans le siphon et ça va à la terre. Donc ça, c'est déjà, quelque chose, qu'on peut faire concrètement. Après, Ouais et du coup, là, c'est je un comprends bien, il y a une dimension physique de, tout à fait. un échange d'ions Je entre suis l'eau salée et le corps. et Complètement. C'est pas complètement, juste, le placebo ou com l'intention. pas du tout. Peut-être que l'intention joue aussi, mais il y a pas que ça, quoi. Il y a pas que ça, l'intention elle est hyper importante, mais il y a pas que ça. Je pense que notre corps physique, enfin dans cette aura, il y a un champ informationnel, très dense et quelqu'un qui est par exemple, je sais pas, qui travaille dans le commerce, qui voit des gens, toute la journée, il peut aussi très vite être chargé, des ions négatifs des autres, tu vois? Donc il y a quelque chose de chimique même là-dedans, j'ai envie de dire, tu vois? On est très, très Mmh. loin de la médiumnité là.
loin, mais en même temps, c'est relié parce qu'effectivement, comme tu Oui, dis, toi, tu es d'autant plus exposé et du coup, s'il y a pas un minimum d'hygiène énergétique, ça c'est là que les choses se compliquent un petit peu tout à probablement. fait. Puis après, c'est vrai que alors on parle beaucoup de gratitude, mais effectivement, le fait de remercier, juste d'être en vie le matin, ça fait partie aussi de mon quotidien. Le fait de me dire, «Bon, ben, j'ai de la chance, je suis alignée avec, ce que je suis venue faire, je vibre», tu vois? De vibrer dans sa mission d'âme, c'est quelque chose qui te fait monter en fréquence forcément. Donc c'est un ensemble de choses au quotidien et moi j'appelle ça l'hygiène de vie, mais c'est même pas ce que je mange, c'est ce que je fais derrière avec tout ça, tu vois? Mmh. Voilà. Après, j'imagine que l'alimentation peut aussi impacter Oui, alors, l'état vibratoire? bien évidemment, mais là on va rentrer, il faudrait, 3 heures pour comprendre tout ça, mais c'est sûr qu'il y a des aliments qui acidifient le corps, il y a, il y a des aliments, qui vont aussi, bah, nous faire, gonfler, nous faire prendre de l'eau et cetera. Mais, c'est très difficile aujourd'hui parce que même le bio n'est pas forcément bio, tu vois? Donc, je parle pas spécialement de l'alimentation, j'en parle beaucoup dans mes conférences, mais faut savoir que, on a une glande pinéale qui se situe, à l'intérieur de notre cerveau, on l'a tous et cette glande pinéale, elle peut se calcifier, à travers, le stress, à travers, ce qu'on va manger puisque, plus on a un corps acide, à plus cette glande pinéale, elle va être calcifiée et si on a une glande pinéale qui est calcifiée, ben, on peut beaucoup moins recevoir. Mmh. Hyper intéressant et comme tu dis, c'est tout un autre chapitre. Hem, ce qui ça me fait penser d'ailleurs, les gens peut-être qui se trouvent chez eux se disent: «Ouh là, ça a l'air compliqué toute cette histoire, toutes Ouais, ces pratiques, tous ces machins» et je crois que ça peut limite avoir un côté un peu contre-productif. Ce que j'aimerais bien on va fermer le chapitre en mentionnant que peut-être déjà une petite, pratique, rituelle, chaque jour ou, peut-être, faire un petit bain salé, c'est déjà pas mal, mais juste un exercice de respiration, calmer son système, ouais, ça peut déjà être très efficace et puis ouais. après on peut rajouter des couches au fur et à mesure, mais on n'a pas besoin de commencer compliqué pour, déjà avoir un gros impact. Ben, juste remercier, le matin où vous vous levez, vous prenez juste 5 minutes, on parle moi j'aime bien, la contemplation alors, je contemple pas, toute la journée un tableau, d'accord? Mais juste, remercier d'être en vie, d'être en bonne santé. Juste conscientiser 2 ou 3 minutes le fait d'être en vie, être en bonne santé et d'envoyer des belles pensées, ça peut déjà être un premier exercice. Alors tout ça est extrêmement compliqué dans une journée, on est en plus stressé, où on a, des choses à faire, où on doit s'occuper de ses enfants et cetera. Ça peut être le soir, mais juste se poser 2 minutes, juste pour se dire, «Ben, je suis en bonne santé, je suis en vie, merci», quoi. Ça Mmh. peut commencer par là. Je suis pas quelqu'un qui médite beaucoup, je le dis, je fais pas 1 heure de méditation par jour, par contre, quand je suis en voiture, quand je prends, ma voiture au volant, je pars. Donc j'ai, tu vois, cette conscience qui part et là, je suis aussi en méditation, tu vois? Donc on n'a pas besoin de se poser 1 heure et de se dire: «Bon, bah, je vais méditer, je vais augmenter ma fréquence». Mmh. Voilà, c'est des petites choses. Super intéressant. Hem, à quel point est-ce que c'est facile pour toi de te connecter? Est-ce que c'est vraiment juste, tu mets l'intention et poup, tu es connecté? Est-ce que ça arrive que tu n'arrives pas à te connecter à des personnes qui sont décédées? Comment est-ce que ça se passe dans la pratique? Alors c'est pas si facile que ça. Le fait de monter en vibration pour moi, c'est comme c'est un exercice que je fais maintenant régulièrement, j'y arrive beaucoup plus facilement. Par contre, on ne sait pas du tout, si, de l'autre côté, ils sont disponibles. Faut savoir que quand on est en consultation, on travaille avec la personne qui est en face de nous aussi, c'est-à-dire les énergies de la personne qui est en face de nous. Donc il se peut que cette personne, aussi, bloque pour je ne sais quelle raison, elle soit peut-être pas prête ou qu'il y ait quelque chose dans ces énergies qui fait que moi je sois déjà, où ça peut être compliqué pour moi. Donc c'est pas parce que nous on monte en fréquence et on va se dire on va connecter avec quelqu'un là-haut qu'on va avoir la disponibilité. Donc il y a vraiment, pas mal de choses qui sont interconnectées dans une séance qu'il faut prendre en considération. Et moi je dis toujours, on fait la séance, finalement, à 3, la personne qui est en face de moi et puis la personne qui veut bien, qui peut ou pas se déplacer là-haut. Mmh. Voilà. Est-ce que tu as déjà reçu des informations que tu hésitais à transmettre? Je dirais que ça arrive rarement. Mais il y a des choses qui sont un petit peu parfois compliquées, puisque, ben, de l'autre côté, ils gardent le même caractère.
Il suffit que j'ai une consultante qui vient pour faire un contact et qui vient pour demander où se trouve le trésor de papy, Jean dans le jardin. Je peux vous dire que de l'autre côté des fois, bon, et moi je filtre aussi C'est pas beaucoup. très coopératif. C'est pas très coopératif, voilà, donc des fois, c'est rigolo. Donc il y a des choses où je mets plutôt les formes, mais de manière générale, je transmets tout à l'état brut. Mmh. Parce que j'ai pas Est-ce interféré moi là-dedans, en fait. Et justement, est-ce que tu penses que d'une certaine manière, eux ont accès à pas mal d'informations sur la personne que toi tu as en face de toi et que d'une Oui, certaine manière, eux vont te donner que l'information qui va aider la personne que tu as en face de toi? Qu'il y a un en peu fait, ce face safe? ouais, je pense qu'ils ont pas accès à tout non plus de l'autre côté, mais je le dis toujours, faut pas faire une consultation médiumnité en pensant faire de la voyance. C'est absolument pas la consultation qu'il faut faire. Puisque de l'autre côté, s'ils vous donnent des éléments pour le futur, c'est cadeau, clairement. Et ils ont peut-être pas je pense pas qu'ils ont accès à tout, ce qui se passe dans la vie, de nous, qui sommes sur le plan terrestre. Mais ils ont des infos. Des fois, ils les donnent et souvent, pas. Moi, je dis toujours: «Faut pas faire de médiumnité pour faire de la voyance». Alors des fois, on est déçus et j'ai remarqué qu'à plus on a d'attentes, à plus on va être déçus parce que c'est eux qui nous donnent les informations. Même si on demande des choses, ils peuvent vous répondre ou pas. Mmh. Voilà. Et c'est quoi la différence pour toi entre médiumnité et voyance? Alors ça n'a rien à voir. La médiumnité, c'est le fait d'être, canal, messager. On va ressentir, des choses dans notre corps physique en clairaudience, en clairvoyance. Ils vont nous apporter des messages. Moi particulièrement, je fais vraiment de l'aide au deuil, donc c'est vraiment, de prouver l'existence, à travers des preuves de survivance et puis après on développe, on prend le message. La voyance, ça va être, de donner des informations sur un futur, éventuel dans la vie d'une personne. Donc c'est 2 choses différentes. Quand on est en médiumnité, on se connecte avec un défunt ou un guide, pour ma part. En voyance, on peut se connecter, au guide simplement de la personne pour obtenir des informations ou à notre propre guide d'ailleurs. Donc tu vois, Mmh. c'est 2 choses différentes pour moi. Est-ce que pour toi, c'est différent dans l'application ou c'est aussi différent dans la manière dont ça marche? Tu vois? La question que je me pose, c'est est-ce que ça rejoint aussi, en fait, à chaque fois cette idée de tu es une radio et que tu changes le programme et c'est juste que toi, tu vas te connecter à cette partie-là de la bande fréquentielle, qu'une voyante va se connecter à une autre partie? Est-ce que Alors, l'info vient du même endroit ou est-ce qu'en fait, non, c'est vraiment 2 pratiques vraiment différentes? c'est difficile à expliquer. Pour moi, l'énergie d'un guide et l'énergie d'un défunt sont 2 choses différentes. Mais alors là, je pourrais pas te l'expliquer que des mots. Je connecte avec un défunt, pour moi, ça va être un peu plus même facile, que de connecter même avec un guide. Donc c'est 2 choses différentes, c'est 2 fréquences vibratoires qui sont différentes. Dans ma médiumnité, j'ai beaucoup plus de facilité à connecter que les défunts. Alors je me pose aussi des questions, mais j'ai beaucoup plus de facilité à me connecter à eux. Est-ce que c'est parce que, j'ai cette sensibilité-là? Tu vois, c'est encore, si on parle de canalisation, de channeling, moi, c'est des choses qui me parlent pas du tout, par exemple. Je vais pas connecter avec des vibrations, supérieures spécialement, tu vois? Et je Mmh. pense que chaque médium est différent, encore une fois. Et on a tous un fonctionnement différent. En tout cas, le la manière dont je le fais, c'est à peu près la même chose, mais c'est pas la même fréquence. Mmh. Et en voyance, pour la plupart du temps, on va utiliser aussi des supports, hein, comme, la les cartes, comme le pendule. On peut utiliser, n'importe quel support en voyance, hein. Donc on peut avoir, cette capacité, juste de voyance et ne pas être médium. Mmh. La plupart du Très temps, les clair. médiums sont voyants, mais dans le sens inverse, c'est un peu plus difficile parfois. OK. Voilà. À quel point je sais pas, hein, mais Mais en plus, c'est moi, on a dis-moi si dit, c'est pas possible et compliqué. Mais j'ai 3 personnes dans la famille qui sont décédées il y a pas longtemps ouais. et je serais curieux de voir j'ai jamais fait de séance de médiumnité, figure-toi, alors que j'ai eu pas mal de Ah médiums sur le intéressant. show, mais je me sens toujours un peu mal à l'aise parce que je me dis: «Bah, j'ai pas envie d'en faire une séance privée non plus». Mais récemment, je me suis dit: «Bah, en fait, ça pourrait peut-être être intéressant pour les gens dans l'audience aussi qui sont un petit peu curieux comme moi et qui se disent: "Bah, en fait, à quoi ça ressemble une séance?"» Et donc voilà, curieux de voir si, aujourd'hui, on pourrait peut-être essayer de se connecter à l'une d'entre elles
et voir s'il y a une information qui pourrait pas ressortir. OK. Si ça te va, sinon, On va essayer. ça marche. Pas de pression. OK, alors tu m'as dit que tu avais une sœur, hein? Parce que j'ai un prénom A, donc on va voir. Alors je peux essayer, alors ça on est en freestyle, hein, En freestyle, t'inquiète pas. OK. Alors j'ai, parfois les prénoms, mais c'est très rare, hein, d'accord? Donc on verra. En tout cas, j'ai la sensation de voir ta sœur effectivement et j'ai un prénom A, donc je sais pas si c'est le cas, mais voilà, on me le montre. Et puis, tu as encore ton papa? Mmh. Alors je pense que j'ai quelqu'un dans la lignée du papa, c'est paternel ce que je capte, Mmh. qui pourrait être tout à fait, le grand-père paternel et alors je sais pas si c'est la personne qui est partie le plus récent, mais il me semble que j'ai cette personne, hein et j'ai un prénom qui me vient, mais qui est pas le prénom d'un monsieur, qui peut être le prénom d'une dame et qui a aussi un A comme Annie ou Annick ou un truc comme ça. Est-ce que ça va te parler? J'ai ma tante qui s'appelle Annick, qui est la sœur de mon père Intéressant, c'est et côté paternel ce que j'ai, OK? côté paternel, ouais. Oui. OK. Bon, alors, Annick, c'est ta tante, c'est ça? Ah, Ouais. c'est rigolo. Bon, OK. Alors par rapport à toi, tu verras, on te donne des infos, donc on prend, c'est cadeau. Il y aura des choses que je te dirai en off, mais tu verras qu'il y aura pas mal de rebondissements, notamment au niveau de la chaîne, hein. Voilà et puis j'ai un décès un peu plus récent. Est-ce que vous avez perdu une jeune femme? Pas une jeune femme, non, J'ai une femme, voilà, qui se c'est une femme. présente. Oui, C'est ma grand-mère qui était du coup la mère de mon père qui est décédée. d'accord. Mais j'ai que le côté paternel, OK? Mais pour moi, c'est un peu trop récent, et cette dame, je la vois, jeune. Enfin, alors, faut savoir que quand ils se présentent, parfois, ils ont l'apparence de ils se présentent beaucoup plus jeunes. En général, surtout les messieurs, ils se présentent, ah Surtout les messieurs, oui, c'est ils veulent bien se surtout présenter. ils aiment bien quand ils sont un peu plus, ils se présentent souvent, plus jeunes, voilà. Mmh. Et j'ai une dame, voilà, j'ai une dame juste à côté du monsieur que je vois, OK? Et puis les autres infos, je te les donnerai en off si tu es OK. OK. Mais écoute, c'est déjà balèze, genre déjà le nom Annick, tu aurais pas pu le deviner Alors ils sont et très peut en joie, j'ai tout le côté paternel, ils sont très en joie. Cette dame qui est arrivée en dernier, je l'ai pas directement, tout va bien et je te donnerai d'autres infos par la suite parce que, on va pas le dire devant tout le monde. OK. Bah, écoute, hyper intéressant et curieux quand tu reçois des infos comme ça, concrètement, comment est-ce que toi tu les perçois? Est-ce que c'est des choses que tu vois? Est-ce que c'est des choses que tu entends? Est-ce que c'est des choses que tu ressens? Alors, je Est-ce suis que c'est un plus peu de tout? clairaudiente, donc alors je pense savoir pourquoi. Alors juste, je remercie à chaque fois que j'ai un contact et merci à eux et hop là, tu vois, je redescends en fréquence. Donc quand je capte quelque chose, si tu veux, il faut aussi que je puisse, juste, remercier et couper proprement, d'accord? Donc c'est pour ça que je prends juste le temps. Mmh. Alors, par rapport à, j'ai perdu la question, tu vois? Je suis, ailleurs. C'est que t'inquiète. Comment est-ce que tu reçois l'information quand tu te connectes comme Alors ça? oui, donc je suis plus clairaudiente et quand j'étais plus petite, comme j'ai eu très, très peur de tout ça, j'ai toujours dit là-haut: «Je veux pas voir». Donc je ne veux pas voir, voilà, je ne veux absolument pas voir et je pense que c'est resté comme ça Et pourquoi et tu voulais parce pas? que j'avais peur, tout simplement. J'avais trop peur de voir quelque chose, j'avais trop peur. Donc j'ai dit: «Je veux pas voir». Donc je pense que depuis toute petite, ils ont bien entendu, ils m'ont coupée de ce que j'appelle, vraiment, la vision avec nos yeux, hein. Et par contre, je vais entendre et je vais ressentir dans mon corps. Si je capte une présence, je vais avoir des frissons, je vais ressentir dans mon corps physique qu'il y a quelqu'un. Et il y a des codes chez moi. C'est-à-dire que quand c'est à ma droite, c'est le côté du père, comme ça a été le cas avec toi et quand c'est à ma gauche, c'est le côté de la mère. Donc j'ai des codes comme ça. Quand on fait comme ça, c'est une crise cardiaque. J'ai beaucoup de codes. Donc c'est un ensemble Mmh. d'informations, que je vais percevoir. D'abord j'entends et puis après je vois, mais je vois pas à travers mes yeux, je vais voir comme si
comme si je vais me projeter un souvenir qui n'est pas le mien. Voilà. Mmh. C'est comme si je te dis, bah: «Qu'est-ce que tu as mangé hier?» Tu vas te reconstituer un film. Donc là, c'est l'image du mental. Moi, je vais recevoir comme une fulgurance, une image comme ça qui va se reconstruire dans ma tête, mais ça ne m'appartient pas. Et comme ça ne m'appartient pas, au final, je sais que c'est pas pour moi, donc c'est pour la personne qui vient. Mmh. Et quand tu dis «t'entends», est-ce que t'entends comme, je sais pas, il y a quelqu'un qui me parle et j'entends quelque chose ou c'est quand même un Oui. petit peu différent, c'est un peu plus Non, non, comme une voix c'est intérieure, mais la que tu voix as à appris à faire l'intérieur. la distinction? Alors moi, j'entends pas, dans l'oreille. Jamais j'ai entendu dans l'oreille ou alors, j'ai entendu dans mon oreille quand il y avait des phénomènes, paranormaux. Donc là, c'est autre chose. Mmh. J'entends à l'intérieur. J'entends à l'intérieur. C'est un peu la petite voix, de l'intérieur, tu vois? Est-ce qu'il y a des moments aujourd'hui où tu fais encore, tu encore des doutes, où tu te dis: «Est-ce que je perçois, est-ce que c'est mon imagination ou est-ce que c'est, quelque chose que je perçois réellement?» Je suis en remise en question, perpétuelle. Je pense que quand on est médium, il faut accepter de se remettre en question tous les jours. J'ai des consultations dans mon cabinet et tous les jours, je me lance dans le vide, hein, faut le savoir. Donc, cette partie-là, même si on a l'impression que pour nous c'est facile, c'est absolument pas facile pour moi. Moi, je suis toujours en stress quand je fais une conférence. Je me remets toujours en question et je dirais que ça me rend aussi les 2 pieds sur terre, tu vois? Donc il y a toujours ce côté, cette remise en question, cette peur aussi, et c'est pour ça que moi je demande beaucoup de validation. Je Mmh. demande beaucoup de validation avant de me lancer complètement dans le message. Mmh. Mais ça, c'est ma façon de fonctionner, hein. Et quelles sont pour toi les plus grosses difficultés à embrasser ce chemin-là? Tu étais, sur une voie qui était la voie du marketing, tu as changé de voie. Quelles ont été, les plus grosses Mmh. difficultés à faire, peut-être ce coming out et à poursuivre cette voie? Bah, tout simplement, faire le deuil de ce qui était prévu, dans ma tête depuis, très jeune, c'est-à-dire, faire carrière et cetera. Donc, il a fallu que je pense que ça a pris, 2-3 ans pour, effectivement me dire qu'il y avait peut-être, de ce côté-là, quelque chose à faire. Et là-haut, ils ont tout fait aussi pour me bousculer. Donc, il a fallu vraiment que je mette un point final à ma vie d'avant, alors que j'avais tout fait pour construire cette vie d'avant, tu vois? Donc du coup, c'était extrêmement, difficile, mais j'ai aussi accepté, hein, en tant que dans ce genre de chemin de vie, de toute façon, si tu ne veux pas aller là-dedans, on te laisse ton libre arbitre. Donc ça peut se révéler un peu plus tard. Moi, j'ai complètement je suis complètement rentrée là-dedans, à la trentaine, c'est-à-dire que j'avais, encore mon job, on va dire alimentaire et puis, je rentrais vite pour faire mes petites consultations jusqu'à ce que, ben, j'ai bien compris qu'il fallait que je me libère, entièrement. Voilà. Et cette partie-là était pas facile, mais en même temps, je commençais à comprendre que j'étais alignée, que je vibrais pour ça. Et ça, c'est le plus beau cadeau que je me suis fait au final, puisqu'aujourd'hui, pour rien au monde, alors j'accepte complètement ce que ma vie d'avant et heureusement que je suis passée par là parce qu'aujourd'hui, je vais avoir aussi, une ouverture sur le monde de l'entreprise. Je vais comprendre certaines choses que j'aurais pas forcément, comprises si j'étais complètement lancée là-dedans, depuis le début. Mmh. Donc pour moi, c'était un chemin, accepté, mûrement réfléchi aussi. J'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de médiums. Je sais pas si c'est parce qu'il y a une ouverture au sujet et que du coup, beh, de plus en plus de personnes qui se sentent OK de dire que c'est ce qu'elles font, ou si, bah, pour une raison X ou Y, il y a effectivement quelque chose qui fait que les gens ont plus facilement accès à ces énergies-là. Curieux d'avoir toi ta perspective sur, lequel des 2 ça serait et puis dans un second temps, quel t conseil toi t'aurais à donner aux personnes qui justement sont un peu dans ce entre-deux, qu'elles sentent qu'elles commencent à percevoir des choses, elles sont pas encore sûres, elles ont peur d'explorer cette route-là? Mmh. Donc voilà, un peu double question, mais commençons par, la première. Alors, par rapport à la première question, je dirais que, alors je vais peut-être répondre à la deuxième question si tu permets. Par Vas-y. rapport aux personnes qui sentent un petit peu, qui ont, des choses, mais qui savent pas trop, qui ont peur, travaillez sur vous. Apprenez à vous connaître. Aujourd'hui, on a énormément d'outils. On a de la numérologie, on a de l'astrologie.
on peut très, très vite, se rendre compte de ce qu'on appelle la mission d'âme et surtout de savoir si on est à côté de ses pompes ou pas. Et généralement, posez-vous la question si, vous vibrez dans ce que vous faites. Voilà. Donc à partir du moment où on veut en faire un métier ou un chemin, faut vraiment avoir, travaillé sur soi et avoir tous les tenants aboutissants et surtout avoir travaillé sur la peur. Mais les gens, je pense que les il y a plus en plus de médiums puisqu'il y a plus en plus de gens qui, travaillent sur la peur et qui s'ouvrent aussi à travers, des médias comme le tien et merci pour ce que tu fais, qui s'ouvrent aussi et qui ont des clés que nous on n'avait pas finalement dans ma génération à moi. Mmh. Donc il y aura de plus en plus de médiums et puis on sait très bien que depuis 2020 les choses bougent, on est rentré dans l'ère du Verseau. Les gens, on est sorti complètement de cette ère, plutôt matérielle pour arriver dans cette ère spirituelle. Donc toutes les nouvelles, générations, moi j'ai 2 filles de 3 ans et de 7 ans, elles sont ultra connectées et j'ai pas besoin de leur parler de quoi que ce soit. D'ailleurs je leur parle pas beaucoup de tout ça, je les préserve, mais elles sont ultra connectées. Et il y aura de plus en plus de médiums. Alors malheureusement, il y a aussi le phénomène des réseaux sociaux avec tous les médiums TikTok et cetera qui affluent de part et d'autre et ça c'est aussi très compliqué parce qu'on peut pas changer, du jour au lendemain de: «Ah bah tiens, je m'ennuie dans mon travail dans le commerce, je vais faire médium». Ça marche pas comme ça, c'est une mission d'âme, je pense, avant toute chose. C'est Mmh. pour ça qu'il est essentiel de savoir si c'est en vous, si c'est quelque chose qui vous fait vibrer et si c'est le cas d'en faire quelque chose et là, à ce moment-là, les portes s'ouvriront. Tu as parlé pas mal, tu as mentionné mission de vie. J'observe autour de moi dans ma génération qu'il y a de plus en plus de burn-out très jeunes. Moi, j'ai 29 ans et j'ai pas mal de potes qui ont frôlé. Je suis passé pas loin d'un burn-out quand j'étais, encore en boîte tech. À ton avis, est-ce que les burn-out, c'est souvent signe que justement il y a un désalignement et qu'on n'est pas tout à fait sur la mission de vie et que c'est un peu la réponse biologique, physiologique de ce rejet ou désalignement? Complètement. Moi, j'aime bien les burn-out parce que c'est une occasion, de se réaligner avec les missions d'âme. C'est qu'en fait, on a une accumulation, de choses qui, au final, ne nous font pas vibrer et puis, qu'on a envie de mettre, les œillères comme ça et on n'a pas envie de le voir et à un moment donné, le corps, il lâche complètement puisque à force de fuiter dans l'aura, bah, il y a plus de gaz, il y a plus de jus, il y a plus d'énergie. Et en fait, c'est une occasion incroyable, un burn-out. Alors je sais pas, je vais peut-être me faire, c'est une occasion incroyable de se réaligner, en fin de compte, avec qui l'on est réellement. Et généralement, alors ce qui est moins fréquent, c'est des burn-out avant 40 ans. Parce que généralement, on parle souvent de la crise de la quarantaine. Il faut savoir que 33 ans, de 33 à peu près 45 ans, dans cette grande phase-là, c'est là où on a l'occasion justement d'avoir travaillé sur les blessures de l'enfance, de s'être probablement réaligné et si c'est pas le cas, ben, la vie là-haut, on va vous mettre des choses sur votre chemin pour que ce soit le cas. Voilà. Donc les épreuves pour moi, ce sont des révélateurs de potentiel. Mmh. Par rapport à ça, tu as mentionné ton accident. C'est quoi ta compréhension de cet accident aujourd'hui? Est-ce que c'est 100 du hasard ou de la malchance ou, ta compréhension aujourd'hui est qu'il y avait peut-être une intervention, au-dessus? L'intervention divine certainement. Alors moi, je crois plus au hasard depuis très longtemps. Je pense qu'on a voulu, juste me bousculer. Alors j'ai pas fait d'EMI, j'ai pas fait du tout de choses comme ça, mais on voulait juste me bousculer et c'était le bon timing pour moi. C'était le bon timing. Je pense qu'après coup, même s'il a fallu beaucoup de temps pour, que je me remette, psychologiquement, même si physiquement, malgré tout ce qui s'est passé, j'avais absolument rien. Il a fallu que dans ma tête, il y a eu un cheminement qui a commencé et je pense que c'était pas du tout le fruit du hasard. Du tout, du tout, du tout Mmh, et c'était, j'avais les œillères à ce moment-là. J'avais les œillères, j'étais complètement concentrée sur tout à fait autre chose qui était pas dans ma vibration au final. mmh. Alors chez moi, c'est toujours, des éléments un peu fracassants qui m'ont permis de me remettre dans mon alignement. C'est pas le cas de tout le monde, mais chez moi, en tout cas, à chaque fois que j'ai eu des gros événements, c'était plutôt fracassant. Voilà, Peut-être qu'ils ont essayé des trucs un peu plus subtils et ça a pas je pense, marché, du coup ils ont dû aller crescendo, voir je bon pense, allez, hop, je le pense camion dans la certainement. voiture et Oui, peut-être que ça marchera.
tout à fait. Et du coup, c'est peut-être une invitation pour les gens qui nous écoutent aujourd'hui, d'écouter les petits signaux avant que le camion, arrive dans la voiture. C'est C'est parfois plus impossible, agréable. en plus, si on est comme moi, un peu têtu et borné, bon, ben, je pense qu'il y avait pas le choix finalement que de me l'envoyer comme ça. Bon, voilà. Mmh. Tu as parlé plusieurs fois de numérologie. Je t'avoue que sur la chaîne, et c'est un peu en y repensant, je me suis fait la réflexion il y a pas longtemps que j'ai une tendance à pas trop creuser des techniques en particulier parce que Ah moi ouais? mon intu enfin c'est quelque chose qui moi m'a peu parlé jusqu'à aujourd'hui et je D'accord. pense qu'un des risques c'est que, qu'on en oublie un peu la big picture. Tu vois? Qu'on se perde un peu dans toutes les techniques et qu'on en oublie les vérités simples qui se cachent derrière. Ouais. C'est mon intuition, donc c'est pour ça qu'en général, c'est pas l'angle principal. Mais par contre, je n'ai jamais parlé de numérologie et je connais pas grand-chose sur la numérologie. Donc peut-être pour finir l'épisode, je serais curieux que tu nous en parles un petit peu plus et que tu fasses peut-être le lien aussi avec la médiumnité et comment Ouais. est-ce que toi tu comprends la relation entre les 2 et comment les 2 se complémentent bien? Bah, en fait, encore une fois, je suis médium mais très, pragmatique. Donc, je suis peut-être un ovni, mais il a fallu que je comprenne déjà moi-même qu'est-ce qui se passait dans mon cerveau et cetera. Donc j'ai été décortiquer tout ça et j'ai fait beaucoup d'expériences. J'ai fait beaucoup, beaucoup. Donc, à travers les chiffres qui m'ont poursuivi toute ma vie, même si j'étais absolument nulle en maths et là, c'est rigolo, on m'a toujours mis dans la case de la comptabilité, de ci, de ça et en fait, les chiffres m'ont poursuivi. Et un jour, je fais mon thème en numérologie, c'était la seule case que j'avais pas cochée et en fait, je me dis: «Mais cette nana est médium!» Et elle me dit: «Mais pas du tout, c'est la vibration, de votre chemin de vie qui est comme ça, blablabla» et en fait, je me rends compte que waouh, ça parlait à une partie de moi qui était plutôt, cartésienne, qui avait aussi envie de se rassurer et qui avait surtout envie de comprendre. Et quand je l'ai découvert, c'est un peu comme Astérix, je suis tombée là-dedans et je suis plus jamais sortie. Voilà. Donc en fait, la numérologie, pour faire très simple, c'est pour moi, un art ancestral. Pythagore est un mathématicien et philosophe et avec Platon, en fait, il a parlé déjà des pre d'un des c'est un des premiers qui a à avoir parlé de réincarnation et faut savoir que moi, plus jeune, j'étais complètement fermée là-dessus. Pour moi, la réincarnation, ça n'existait pas. Enfin, j'étais complètement à des milliers de kilomètres de tout ça et là, il m'a réconciliée déjà avec ça et quand, j'ai découvert, que chaque chiffre de 1 à 9 portait une vibration particulière, et j'ai expérimenté, j'ai fait plusieurs thèmes et ça parlait tellement que je me suis dit: «Mais c'est incroyable, comment on nous l'a pas instruit depuis, tout ce temps?» Et il faut Mmh, savoir que Pythagore, à son époque, il a essayé, d'instruire, d'enseigner, il s'est fait brûler, l'école avec les élèves à l'intérieur. mmh, À l'époque, c'était réservé, à une caste, et c'était pas accessible à tous et aujourd'hui ça l'est, mais il faut quand même aller chercher, cet outil qui est, incroyable. Il faut juste savoir compter de 1 à 9. Donc à travers une date de naissance, qui n'est pas le fruit du hasard, on peut déjà, calculer un chemin de vie. Il suffit d'additionner, tous les chiffres de la date de naissance, en enlevant les zéros et de faire ce qu'on appelle une réduction théosophique, de par exemple, si c'est un 44, de faire 4 et 4, 8. Alors, j'ai pris le mauvais exemple puisque 44 fait partie des maîtres noms, mais là, je pourrais pas expliquer tout ça en 2 minutes. et pour toi, ça marche? Est-ce que c'est tu vois, c'est un peu comme les cartes tarot ou Ah, c'est beaucoup moi, ma plus compréhension du tarot aujourd'hui, c'est qu'il y a le côté symbolique et l'efficacité est dans l'effet miroir. Où en alors fait, moi, on le peut dire un peu tout et n'importe quoi avec les cartes, pas mais du ce qui tout. compte, c'est qu'est-ce que ça va me renvoyer sur moi-même et qu'est-ce que ça va réveiller en moi? On n'est pas du tout là-dessus. En numérologie, on va interpréter, chaque chiffre porte une vibration, encore une fois de 1 à 9. Chaque chiffre porte une vibration avec, une mise en lumière des potentiels et on voit aussi, ce qu'on appelle les blessures de l'âme en numérologie et c'est là où ça devient très intéressant et tout ce que je te dis là, ce sont des calculs. Donc en fait, il y a absolument pas d'interprétation. Il y a, alors oui et non, je rectifie puisque, en étant médium, quand je vois un thème aussi, j'ai aussi accès à certaines informations et intuitivement, je vais parler de certaines choses que peut-être des numérologues qui seront, pas forcément intuitifs, ou médiums, ils vont peut-être s'arrêter à un moment donné. Moi, je vais aller un peu plus loin. Mais il faut savoir que ce sont juste des calculs et Pythagore, il parlait de sciences vibratoires.
tu vois? Et que chaque nombre porte une symbologie, une science et une vibration particulière. Et c'est très intéressant vraiment, pour toutes les personnes, qui font de la numérologie, on va très, très vite, on comprend très rapidement, ce qu'on vient chercher sur cette incarnation et un astronumérologue, c'est encore mieux puisqu'il y a un puzzle qui s'assemble pour faire quelque chose, d'extrêmement concret finalement. Donc Mmh, je t'invite à aller consulter quelqu'un dans en numérologie ou un astronumérologue parce que vraiment tu serais vraiment surpris, je pense. mmh. Et quelle brique de la structure de l'univers fait que ça marche? C'est un peu le petit bloc qui manque, c'est mon esprit cartésien qui est en mode: «OK, mais pour que ça soit vrai, il faut qu'il y ait quelque chose qui relie les numéros à l'individu, enfin à la matrice, qui crée cet univers». Mais en C'est quoi fait, ta compréhension aujourd'hui? Si on peut l'expliquer en quelques minutes, ouais, je vais facilement. essayer parce que je vais C'est essayer. vrai, j'imagine que c'est pas simple. C'est pas simple. Je vais essayer. En fait, en numérologie, donc ça va de 1 à 9. Le 1 va porter une vibration de quelqu'un de très indépendant, heu Mais tu vois, typiquement, le 1 à 9, est-ce que c'est pas une construction humaine? Tu vois que si on prend une autre civilisation quelque part ailleurs dans l'univers, s'il y en a, bah, peut-être qu'eux, c'est pas 1 à 9, qu'ils ont, 1 peut-être, à 25, tu vois? Une base de peut-être, 25. effectivement. Mais c'est vrai que à travers cette construction-là, de ce modèle-là, on a quand même accès à des informations juste incroyables parce que très souvent, 90 du temps, les gens sont quand même assez étonnés de ce qui ressort puisque c'est assez, vrai. Et on n'est pas dans de la voyance, attention, en numérologie, c'est un outil de compréhension de ce que vient faire l'âme. Donc on n'est pas dans la voyance, on n'est pas du tout dans quelque chose comme ça. C'est un outil de compréhension personnelle. À travers la vibration du 1 qui va nous dire que c'est quelqu'un qui va, créer des choses, qui va être, indépendant, qui va chercher son autonomie, qui va travailler sur l'ego et cetera. Heu, un chemin de vie 1 n'est pas du tout la même chose qu'un chemin de vie 9 ou qu'un chemin de vie, 4, par exemple, tu vois? Donc on a des espèces de statistiques, si on peut dire ça comme ça, qui vont nous permettre, d'apporter une vibration, une couleur à la personne qui est en face de nous et avec 3 calculs, on peut déjà voir beaucoup de choses. Donc voilà, je pourrais pas te répondre sur tout puisque j'ai pas la science infuse, mais voilà. C'est hyper intéressant et je crois que ça fait partie des choses et la voyance et la médiumnité aussi, je crois que tant qu'on n'en a pas fait l'expérience, c'est compliqué d'y croire à 100%, mais souvent c'est Tout quand à on en fait. fait l'expérience et qu'on voit que ça résonne avec nous que là on se convainc. Écoute, merci Erika pour tout ce que tu as partagé, avec nous aujourd'hui. On a exploré plein de sujets, c'était hyper intéressant. J'ai vraiment apprécié ce moment avec toi. J'ai 3 petites questions que je pose à tous mes invités sur la fin d'une interview. Alors la première, c'est: qu'est-ce que vivre une vie épanouie signifie pour toi? Vibrer. Vibrer et vraiment être aligné avec sa mission d'âme. Voilà, je rappelle la mission d'âme et c'est quelque chose, que je souhaite à tout le monde puisque, j'ai eu cette chance-là de travailler sur moi et d'être dans cet alignement et pour moi l'épanouissement, c'est juste vibrer dans ses pleins potentiels et c'est exceptionnel, voilà. Mmh. Est-ce que tu penses que tout le monde a une mission d'âme? Parce que je suis sûr qu'il y a pas mal de gens qui nous regardent aujourd'hui qui sont en mode: «Moi franchement, j'ai pas l'impression que je suis là pour une raison particulière». Ouais, je suis certaine que si on décide, de s'incarner sur cette terre, c'est qu'il y a forcément quelque chose à faire. J'en suis convaincue. C'est un peu un terme qui est un peu galvaudé parce que la mission d'âme, on associe ça à des grandes choses forcément, mais on peut tout à fait être, le boucher du coin et être complètement épanoui dans sa vibration et d'être dans son élément. Donc en fait, à vous de la trouver et on vient, se rappeler de ce qu'on avait aussi peut-être vécu auparavant et de tirer ces tiroirs-là peut vous permettre aussi, de vous réaligner avec ça. Donc du coup, dans cette incarnation, si vous êtes dans la recherche, il y a beaucoup d'outils à notre disposition aujourd'hui qu'on n'avait pas avant, donc faites des expériences, que ce soit en médiumnité, en numérologie et cetera. Il faut faire les expériences. Mmh, super. Et si tu avais un conseil à donner à la Erika de 20 ans, lequel serait-il? Heu, de pas s'inquiéter, parce qu'au final, toutes les choses qui te font peur,
ne te feront plus peur par après. Donc de pas s'inquiéter de trop. Voilà. Mmh. Super et enfin, où est-ce que les gens peuvent en apprendre plus sur toi, ton travail, ce que tu fais et ce que tu as partagé jusqu'à aujourd'hui? Sur les réseaux sociaux, il suffit de taper, Erika Pacienza ou sur mon site internet, erikapacienza, 2 Z, .com. Voilà. Super. Écoute, je vais mettre tout ça dans le lien de la description, enfin, dans la description de la vidéo, comme à chaque fois. Erika, merci beaucoup d'avoir été Merci avec nous à toi. aujourd'hui et d'avoir partagé tout ce que tu as Avec partagé. plaisir. Je suis Rémi, vous regardez Point Zéro et je vous retrouve au prochain épisode. Ciao. Merci de faire partie de l'aventure. Et si tu sens que quelque chose bouge en toi en ce moment, j'ai créé le diagnostic Point Zéro. C'est gratuit, ça prend 3 minutes et tu reçois une lecture personnalisée sur où tu en es, ce qui te freine et ta prochaine étape. Le lien est en description.